Donc, nous allons donc commencer notre session. Comme nous l'avions dit précédemment, l'objectif de cette session, ça va d'avoir des conversations entre nous. C'est un temps de conversation que très souvent nous n'avons pas en tant que francophones. Nous ne connaissons pas beaucoup. En fait, on se voit, on se croise dans des réunions, dans d'autres réunions, on se dépasse, mais on ne se connaît pas. Et parce qu'on ne se connaît pas, on ne développe pas des stratégies ensemble. On ne fait pas des choses ensemble, on ne construit pas des alliances. Je ne te demande pas, Fatoumata, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Notre relation ne va jamais à ce niveau-là. Donc, on se croise, parfois on s'échange les cartes. On a tellement de cartes que dès qu'on revient, on oublie la personne, jusqu'au jour où on se croise à nouveau dans une autre réunion. Donc, ça, c'est ce que nous voulons essayer de corriger et nous donner l'opportunité de nous parler, de nous découvrir, de nous connaître, de comprendre ce que fait l'autre, de comprendre nos défis et d'explorer, si possible, les opportunités de collaboration pendant que, si en parlant avec quelqu'un, en discutant dans une réunion, on estime que, ah, elle pense la même chose que moi, mais moi, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce que ça t'intéresserait de monter un projet ensemble? Et on prend la discussion à partir de là et puis ensuite, on espère que ces genres d'opportunités, ces genres d'initiatives vont se concrétiser en des collaborations qui existent beaucoup chez les anglophones et même au niveau de nos sœurs hispanophones. Mais seulement au niveau des francophones, on a moins d'interactions, mais nous n'avons pas tort parce que nous avons aussi moins d'occasions de juste nous retrouver comme ceci, parler et dire des choses à qui nous pèsent sur le cœur. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les conversations sont structurées comme des conversations pour ne pas être quelqu'un qui vient nous faire la leçon. Ça, nous sommes tellement habitués à ça à cause de notre système éducatif. On veut préparer un cours, on veut préparer un contenu. Et le temps que la personne finit de parler, on pose 2 ou 3 questions et l'heure est finie. Donc là, nous avons beaucoup de temps. Nous avons environ 80 minutes pour discuter autour du système interne de nos organisations. Je vais poser la première question. Qu'est-ce que c'est que le système interne de nos organisations? Qui peut nous répondre? Vous pouvez simplement lever la main ou bien ouvrir le micro et parler. On est entre nous. Heureusement que le groupe n'est pas grand. Oui, allez-y, Fatima. C'est juste pour dire que c'est dans le cadre interne, c'est notre fonctionnement interne des organisations. Ça veut dire le bureau, ce qu'on appelle comme les bureaux exécutifs, le secrétariat exécutif, le bureau national et autres. Donc, je pense que c'est ça, les gens qui sont autour du bureau et qui prennent des décisions. OK. Fatwa, tu penses que le système interne, c'est l'humain, les ressources humaines dans le bureau, dans nos organisations. Qui a une idée complémentaire? Qu'est-ce que le système interne pour vous, Jacqueline? Ou sinon, ouvrez votre micro et intervenez. Le groupe n'est pas grand, on est juste une dizaine. Donc, on ne risque pas la cacophonie. Jacqueline, allez-y. Est-ce que vous savez, vous devez simplement ouvrir votre micro et parler. OK, je disais pour ma part, c'est un mode de fonctionnement propre à l'association. C'est quoi le début de la phrase m'a échappé? C'est un mode de fonctionnement propre à l'association. Est-ce que vous pourrez expliquer un peu plus? C'est-à-dire peut-être le règlement intérieur, comment est-ce que le staff est constitué, peut-être s'il y a des pairs éducateurs, le rôle de chacun s'est prédéfini selon l'association et les cibles et tout ça. Donc, c'est propre à l'association. Règlement intérieur, sigle. Qu'est-ce que vous mettez dans sigle? Les cibles. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Les cibles. Les cibles. Oui. Les bénéficiaires? Oui, c'est ça. OK, donc règlement intérieur, cible, et puis? Réguler le code de bonne conduite. OK. OK, qui veut? Oui?
Tu veux ajouter autre chose? Non, c'est tout. OK, d'accord. Qui veut compléter? Donc, nous savons, on vient d'apprendre que le système interne, ça inclut les ressources humaines au sein d'une structure, d'une organisation. Ça inclut l'ensemble du mode de fonctionnement. Qui veut ajouter quelque chose? Moi, je pense que je vais Françoise? ajouter que c'est toutes les procédures en fait que nous utilisons pour travailler. Donc, les procédures financières, comment est-ce que nous gérons l'argent, où est-ce que nous le gardons, comment est-ce que nous sortons cet argent, toutes ces procédures-là, les procédures matérielles, logistiques, humaines, comment est-ce que nous engageons les gens dans notre organisation, est-ce que tout le monde est bénévole, est-ce qu'il y a des employés et ça veut dire quoi être employé dans nos organisations. Toutes ces choses-là, je dirais que c'est ça le système interne. Au lieu de nous dire etc., est-ce que tu veux bien faire l'effort de nous dire ce que tu mets dans etc.? Bon, tu nous dis ce que tu veux, nous allons compléter parce que nous sommes en train d'apprendre les unes des autres. Donc, Françoise a parlé des procédures financières, des procédures de gestion des ressources humaines, des procédures logistiques, de gestion du matériel. Qui d'autre? Jacqueline a parlé du code de conduite, du règlement intérieur. Est-ce qu'il nous manque encore quelque chose sur le système interne? Fatoumata a parlé des ressources humaines. Est-ce qu'on peut construire une organisation sans ressources humaines? Donc, on va avoir toutes ces règles en place et ça va fonctionner. C'est possible? Il faut les ressources humaines. Il faut les ressources humaines. Ouais. En revanche, est-ce qu'on peut avoir les ressources humaines sans avoir les règles, sachant que ce sont tous des adultes et qui vont... Il suffit d'avoir les ressources humaines pour connaître les normes au niveau interne pour pouvoir fonctionner. Ah, voilà un autre mot, les normes. Yes. OK. Est-ce que quelqu'un veut contribuer encore quelque chose? Le système interne. Le mot système interne, ce qui suppose qu'il y a un système externe. OK. On va essayer d'avancer. Donc, le thème de notre session, c'est le défi de la construction du système interne au sein de nos organisations. J'avais dit ce matin que de mon point de vue, quelqu'un a dit que nos organisations ne sont pas suffisamment organisées. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais quelqu'un m'a dit il y a plusieurs années que nous disons que nous sommes des organisations non gouvernementales, qu'en réalité, nous sommes des individus non gouvernementaux. Ça veut dire, le monsieur de la société civile, la dame de la société civile, elle est la seule qui se promène de toutes les réunions. Vous voulez parler, vous invitez quelqu'un pour parler sur l'économie, c'est elle. Vous invitez quelqu'un pour parler sur les violences basées sur les gens, c'est encore elle. Vous invitez quelqu'un pour parler sur le changement, c'est encore elle. C'est-à-dire, partout, avec sa mallette, c'est elle. Donc, c'est un individu non gouvernemental. C'est son point de vue. C'était un journaliste qui faisait cette critique. Mais c'est parfois intéressant d'écouter ce que les autres disent de nous parce que nos organisations, moi, c'est double chez moi. Il y a des jours, je veux regretter d'avoir créé une ONG. Quand j'étais encore jeune, au lieu de créer une ONG, j'aurais pu créer une entreprise. Elle m'appartiendrait. Mais quand vous créez une organisation, association, type association, ça appartient à la collectivité, ça ne vous appartient pas. Donc, normalement, c'est une organisation, mais malheureusement, qui est très souvent portée par un individu. Celle qui l'a initiée. Parfois, vous pourrez avoir la chance d'avoir d'autres femmes, d'autres personnes autour de vous qui vous soutiennent, y compris parfois des membres de notre famille. Mais dans beaucoup de cas, quand la structure n'a pas de ressources,
c'est difficile. Parce que c'est votre bébé, ça vous tient tellement à cœur, vous ne le laissez pas tomber. Mais sur le chemin, parfois on perd certaines qui nous ont soutenus au départ. Donc, la création d'une organisation n'est pas simple. Après plusieurs années de militantisme, j'aime comparer les secteurs parce qu'on a tellement été enfermé dans ce secteur sans but lucratif, ce secteur associatif. On a été dans toutes sortes de réunions, on fait toutes sortes d'activités, il faut monter un projet, il faut trouver le financement. Après, quand vous avez le financement, il faut coordonner, gérer, exécuter le projet. Après, il faut faire le rapport. Pendant que vous faites le rapport, comme c'est un financement seulement d'1 an, ou si vous avez la chance seulement de 2 ans, il faut commencer à chercher encore d'autres financements. Et nous sommes tellement prises par toutes ces activités que très souvent, nous ne regardons plus beaucoup ce qui se passe autour de nous et nous ne regardons pas ce que font les autres. Donc, j'ai pris du recul à un moment donné de ma vie, après près de 10 ou 15 années de militantisme, pour voir ce que j'ai réussi et ce que j'ai moins bien réussi, juste pour tirer les leçons pour moi-même. Et j'ai commencé par comparer tout ce que nous faisons avec d'autres secteurs. Quand vous prenez le secteur de la banque, c'est une institution. En fait, c'est une organisation. Est-ce que nos structures sont comparables à une banque? Non. Nous sommes très éloignés, très, très éloignés. Mais ça, ce que nous connaissons d'une banque, c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Quand vous rentrez dans l'institution et vous avez un agent à l'entrée, vous allez à la caisse, vous encaissez votre argent et vous partez. Peut-être parfois, vous voulez parler au gestionnaire, mais toute la machine qui a été construite pour soutenir la banque, très souvent, nous n'avons pas eu la chance de parler avec eux, à moins que vous avez un proche, pour savoir toute la machine qui est mise en place pour faire fonctionner la structure. Donc, du côté des associations, très souvent, nous faisons au mieux. C'est les ressources dont nous disposons qui nous font vivre. Si vous montez un petit projet, vous avez $5,000, donc vous vivez de la taille de $5,000. Si après, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez des amis et que vous arrivez à mobiliser $20,000, donc vous grandissez et parfois, ça arrive aux associations quand vous avez vraiment encore de très bons amis au niveau de l'Union européenne ou de certaines institutions et on vous débloque un gros montant comme ça. C'est ce qui arrive. Et la structure grandit rapidement, elle va recruter des gens. Déjà, le petit local qu'il occupait, il déménage rapidement parce que maintenant, il a l'argent pour payer de gros loyers. On va dans la maison à étage. On paie les loyers là-bas. Malheureusement, le financement, c'est seulement pour 3 ans ou 4 ans. Donc, à la fin des 4 ans, et s'il n'y a pas le même financement qui se répète, donc vous quittez la maison à étage pour retourner dans la petite pièce que vous avez louée, parfois au bord de la route. Donc, c'est un peu le schéma de beaucoup d'organisations. Et dans ce circuit, la manière dont nous construisons l'organisation parfois pose problème parce que comme je le disais aujourd'hui, quand vous créez une association ou bien une ONG, trouver les premiers financements, c'est ce qui est plus difficile, mais pas trop. Parce que vous pourrez trouver un financement de $2,000 ou de $5,000, de petits financements pour commencer et vous commencez avec. Donc, pour ce petit montant, personne ne vous demande un rapport d'audit. Or, pour avoir un rapport d'audit, l'auditeur, quand il vient, il veut voir est-ce que vous avez une manière de procédure, est-ce que vous avez... Parce qu'on ne vous demande pas, donc votre structure commence par vivre et pas survivre sans être bien structurée. Donc, le défi de la construction du système interne tient aussi compte des facteurs qui nous entourent et des exigences que nous imposent nos partenaires. Donc, je suis juste en train de dire tout ça pour essayer de planter le décor, pour voir pourquoi est-ce que nos associations sont là où elles sont et qu'est-ce qu'on peut faire pour construire, pour renforcer notre système interne. Tant qu'un bailleur ne vous demande pas un rapport d'audit, j'aimerais demander ici, est-ce qu'il y a eu des organisations qui ont monté eux-mêmes des rapports d'audit pour leurs organisations, quand ce n'est pas encore l'exigence d'un bailleur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle dont l'organisation, par elle-même, a su qu'elle devrait avoir des manuels de procédure en place, elle devrait commanditer un audit
de ces comptes, ou bien un audit organisationnel, ou bien un audit juridique, ou bien un audit informatique de son système. Mais Fatouma Tari. Non, c'est tout juste aussi pour dire que quand vous commanditez un audit, vous payez. Ça, c'est un point d'interrogation. Maintenant, l'audit interne, en général, c'est quand ce sont les militants de l'association qui cotisent. Ça, on est tenu de faire un bilan financier. Mais d'autant plus que l'audit est payant, on n'a pas en général toutes ces ressources pour payer un audit. Mais on a un bilan financier à faire. Et on a un rapport annuel à faire. Donc, je pense que ça concourt à dire que d'une façon ou d'une autre, c'est pour installer la démocratie interne. Et aussi faire comprendre aux militants que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous et pour toutes les autres femmes, comme moi, ce que je dis. Donc, c'est important qu'il y ait les cotisations d'abord. Mais avant qu'il n'y ait les cotisations, si c'est une organisation jeune, exemple, le partenaire financier, on peut lui demander d'accompagner. Et c'est ça qui est normal, je pense, d'accompagner jusqu'à une période pour que cette association puisse développer elle-même ses ressources et se prendre en charge. Exemple, tout à l'heure, vous me demandez au niveau, parce que je vous ai dit que c'est au niveau national, mais jusqu'à présent, mon plan d'action, c'est annuel. Et c'est le plan d'action que j'ai ces temps-ci pour dire que nous avons constaté que nous devons intégrer les localités. Et pour ça, il nous faut, exemple, avoir de l'argent, être accompagné pour installer les comités locaux, les bureaux locaux, régionaux, et former les membres du bureau régionaux, former aussi toutes les personnes qui gravitent autour, ça veut dire le secteur de l'économie informelle, les travailleuses domestiques et les femmes rurales, pour qu'elles puissent faire la démultiplication à leur niveau. Mais tout ce qu'on est en train de faire, si les gens ne cotisent pas, ça pose un problème. Maintenant, dans une organisation, ce qui se pose, c'est la durabilité. Et le problème que nous avons est aujourd'hui aussi qu'au niveau de ces associations, la personne qui initie doit enrôler. Et quand tu enrôles, ça veut dire que tu as les militants. Il y a un pan important, ce sont les jeunes. Il faut savoir aussi céder la place aux plus jeunes. Ça veut dire, moi, je me dis, je suis une pionnière du mouvement. Ça veut dire que j'ai été forgée, capacité, de telle sorte que j'ai compris, je sais maintenant, je dois partager et enrôler les gens qui sont près de moi. Et en les enrôlant, je me dis, je me fixe un objectif. Ça veut dire un mandat renouvelable une seule fois, ça suffit largement pour qu'il y ait un relais, que les jeunes puissent utiliser mon expérience et se dire que c'est possible qu'elles peuvent y arriver parce que quelque part, il y a une femme qui est là, qui est pionnière et qui va faire le travail donné. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est dans le cadre de renforcer davantage d'une façon démocratique et que chacune d'entre nous puisse jouer sa partition. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire la responsable est au niveau économique. Elle est au niveau, quand on parle de climat, elle est là-bas. Quand on parle de ceci, elle est là-bas. Je pense que c'est ça qui n'est pas normal. Parce que nous, c'est l'addition, ça veut dire c'est les compétences internes que nous avons qui nous permettent d'être leaders. Et quand on est leader, on est porte-parole. Ça veut dire qu'on doit savoir communiquer et manager au niveau interne. Ça, aujourd'hui, ça pose un problème. Donc, comment faire pour faire de telle sorte que la personne qui est devant, même si c'est elle qui a créé, qu'elle puisse faire de telle sorte que le relais soit là. Maintenant, concernant la location, est-ce qu'on ne peut pas nous aider à avoir des structures, ça veut dire des locaux, où nous pouvons tenir nos réunions et qui ne sont pas coûteux? Parce que si nous devons payer le loyer, dites-vous que la vie de l'association, ça a un temps. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis hébergée par les associations de femmes parce que j'ai été combattue, j'ai reçu des coups bas avec les hauts d'en haut, ça veut dire les hommes. Et là, j'ai eu la solidarité des autres femmes
des associations de femmes qui sont bien assises et qui ont eu leurs locaux. Et à partir de là, on me prête 1 à 2 bureaux et que je puisse tenir mes réunions en attendant. Mais en vue, je dois me dire que non, je dois construire, je dois avoir des locaux à nous, au réseau. Nous devons avoir des locaux fonctionnels qui vraiment avec un équipement et tout. Donc, il y a, comme vous le dites si bien, c'est un problème d'accompagnement, mais que cet accompagnement ait des limites. Après l'accompagnement, nous devons nous prendre en charge. En ce moment-là, ça veut dire que nous aurons réussi. C'est ce que je voulais contribuer, mais je sais seulement tout ce que vous avez dit mérite une réflexion. Nous devons échanger. Comme vous l'avez dit aussi, qu'on se rencontre surtout partout, hein, des fois dans des forats et autres, mais malheureusement, nous ne prenons pas le temps d'avoir des connexions à nous. Les hommes sont connectés, mais nous, femmes, on n'est pas connectés. Et nous avons le problème, c'est les financements. Ça nous pose un problème. Est-ce que nous ne devons pas échanger pour dire ce que vous avez réussi dans votre pays, est-ce que je ne vais pas l'utiliser et l'adapter au niveau de mon pays? Et ça, ce sont des échanges. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on utilise les expériences des unes et des autres pour nous permettre de nous élever et de réussir ce que nous avons. Je pense que c'est dans ce sens-là que je voulais contribuer, mais ne serait-ce que pour dire que moi, en tout cas, mon organisation, elle est jeune. C'est même pas une révolte parce qu'on a bien réfléchi pour le mettre en place. Parce qu'on s'est dit qu'on était très fatigué d'être dans les organisations syndicales et en étant utilisés, on n'avait pas la voix au chapitre. À chaque fois, on est les oubliés. Quand on doit mettre au niveau de certaines institutions, nous sommes en rade. Mais si nous devons faire des efforts, nous faisons les mêmes efforts que les hommes. Et là, ça a posé un problème. Donc, nous avons créé parallèlement un réseau. Et maintenant, ce réseau ne s'arrête pas à une seule organisation, mais à toutes les femmes travailleuses du Sénégal. Et ça, c'est ça qui est important. Mais il faudra nous faire connaître, avoir notre lisibilité, faire des bonnes communications, faire adhérer les femmes pour dire que c'est ça le cadre qu'il vous faut pour pouvoir travailler et revendiquer nos droits, faire de telle sorte quand même que nos aspirations, nos préoccupations soient prises en charge. Voilà. Merci beaucoup, Fatoumata. Ça a été une longue intervention, mais très riche. Je ne vais pas essayer de répondre. C'est une discussion entre nous au sein de ce groupe. Donc, je vais laisser les autres aussi réagir et puis ensemble, nous allons trouver comment construire le système interne de nos organisations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Réagir, répondre, contribuer à énoncer de nouvelles idées? Ouvrez votre micro et prenez la parole. Interrompez-moi quand vous êtes prête à le faire. J'aimerais juste énoncer un certain nombre d'éléments qui sont ressortis des conversations, de la conversation de Fatoumata tout à l'heure. Donc, elle a complété notre liste avec le bilan financier nécessaire interne. Elle a dit l'audit est payant, oui, naturellement l'audit est payant, mais seulement l'audit est fait généralement par une structure externe indépendante et donc auquel on fait plus confiance que les auditeurs internes en général. Donc, elle a parlé de ressources, tu as parlé de ressources, tu as parlé d'autonomisation économique de nos organisations, tu as parlé de leur durabilité, mais aussi tu as touché l'idée de ressources humaines quand tu as parlé de leader versus manager. Nous sommes souvent des leaders de nos organisations, mais nous ne sommes pas des managers de nos organisations. Et c'est là toute la différence. Nous avons construit des structures informelles. Quelque part, le système éducatif ne nous a pas appris à manager des institutions. Donc, quand nous nous sommes retrouvés dans ce secteur et qu'on dit, c'est l'Assemblée générale, qui veut devenir président, qui veut, on dit, c'est celle qui a initié qui est automatiquement président. Elle n'est pas nécessairement la plus qualifiée, mais elle est celle qui a eu l'idée. Alors, donc, on lui laisse la présidence, c'est son affaire. Donc, on lui donne la présidence.
Et puis les autres, les fonctions sont à prendre. Personne ne vérifie la qualification. Et donc, on prend les fonctions et on se retrouve à la tête d'institutions, mais sans nécessairement avoir la capacité technique de les manager. Donc, et personne n'a jamais pensé que nous avions besoin de formation en management des organisations. Déjà, avant, il n'y avait même pas de ces genres de cours à l'université. Donc, personne ne savait même pas comment manager une organisation. Je connais une grande organisation qui carrément a prêté des manières de faire aux structures du secteur privé pour l'adapter à leur organisation. Et c'est ce qui fait toute la différence avec la manière de fonctionner de cette organisation où tout est tellement pensé avant qu'une action soit posée. Alors qu'en général, dans nos organisations, si c'est la secrétaire générale qu'on envoie quelque part, elle fait au mieux. Donc, il y a cette session. On dit, est-ce que votre organisation veut participer à tel événement? Est-ce que vous voulez vous impliquer? Il dit, bon, je n'ai pas le temps de consulter ma présidente ni les autres membres du comité, mais j'accepte au nom de l'organisation que notre organisation. Oui, mais tu ne peux pas, avec ton rôle, tu ne peux pas en principe engager l'organisation dans une nouvelle fonction sans consulter les autres. C'est là les règles internes qui t'imposent les limites de ta fonction, mais qui t'imposent jusqu'où tu peux aller et à quel moment tu dois te référer à quelqu'un d'autre. Mais très souvent, comme ces règles ne sont pas clarifiées dans nos organisations, on marche sur les pieds les unes des autres. Et quand la présidente veut dire, pourquoi après tout, je suis la secrétaire générale. Et c'était moi qui étais dans la réunion là, tu n'y étais pas. Alors, comment se fait-il que tu veux me donner des... Donc, ça commence par chamailler, ça va commencer par générer des petits problèmes. Ah, mais si c'est comme ça, je crée ma propre organisation, j'en deviens la présidente et je l'appelle. Et naturellement, elle va aller créer son organisation. C'est comme ça que nous avons une multitude d'organisations là dehors, avec de multitudes présidentes. Mais ça ne résout pas le problème fondamental de structuration interne de nos organisations. Donc, il y a ce problème de leader versus manager. Il y a naturellement le problème de recrutement des ressources humaines. Il y a une session qu'on avait voulu, mais je ne sais pas si il est toujours dans le programme, le défi de recruter au sein de nos organisations. Le défi de recruter, mais aussi le défi de retenir les gens. Parce que quand vous avez des membres ou bien que vous avez des employés qui ne restent pas, c'est un défi. Quelle que soit la raison pour laquelle ils ne restent pas. Ça peut être votre faute, ça peut être leur faute à eux, mais toujours est-il que quand il y a trop de va-et-vient au sein de la structure, vous n'avez pas une stabilité. Donc, ça veut dire que vous avez un défi. Il y a les ressources, c'est vrai, et puis il y a tout ce qui va avec les ressources, l'établissement de l'institution. Donc, je reviens encore à comment est-ce que nous allons construire nos systèmes internes. Mais je pense que nous allons prendre la question simplement et prendre juste du recul par rapport à ce que nous sommes en train de faire et à nos expériences et nous dire, si nous voulons véritablement avoir une organisation qui répond de ce nom-là et qui va être respectée, qui, quel que soit comment on l'appelle, c'est une association ou bien c'est un réseau, mais qui est bien établie. À quoi est-ce que cette organisation va-t-elle ressembler? Donc, on va décrire cette organisation idéale, à quoi est-ce qu'elle va ressembler, et puis ensuite, nous allons comparer nos organisations individuelles pour voir où est-ce que nous nous situons. Françoise a levé la main, Nyavi a levé la main, mais c'est comme Nyavi a levé d'abord la main. Je donne la parole à Nyavi, mais s'il vous plaît, en prenant la parole, essayez de répondre peut-être en même temps à ma question. À quoi ressemble une organisation idéale qui a un système interne bien établi? Bon, Nyavi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Nyavi Nathalie. Je suis chargée de la promotion du genre dans l'ONG Vie avec nous qui est au Bénin. J'ai suivi avec attention. Je dirais, comment construire le système interne? Je dirais juste qu'il faut que nous puissions accompagner les organisations. Moi, mon ONG est mixte, ce n'est pas une organisation purement féministe. Donc, nous sommes rien que des jeunes dans l'organisation. On essaye de s'entraider. Je dirais qu'il faut accompagner ces organisations-là à avoir une structure, genre les compétences qu'il faut vraiment au niveau de tous les membres, le recrutement des ressources humaines,
Il faut vraiment la compétence et les exigences qui répondent aux critères des bailleurs de fonds. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une organisation qui vit et qui travaille depuis très longtemps et qui n'a pas les financements, qui n'arrive pas à réussir les appels à projets, les appels à financement chaque fois. Donc, il faut des formations en exécution de projets selon les critères de bailleurs de fonds, par exemple, pour les aider à d'autres appels à projets et qu'ils soient vraiment outillés sur ce point-là. Vous aviez parlé d'audit. Madame Fatimata disait tout à l'heure que c'est payant, vraiment. Quand nous vivons sur cotisation chaque fois pour toutes les activités, on n'a pas la capacité d'essayer de faire un audit. On peut faire plusieurs années sans devoir faire une audit une seule fois parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc, il y a tout ça. Votre question, par rapport à votre question, je dirais que c'est la structuration depuis le début. Il faut répondre vraiment aux critères et ces critères-là, est-ce que tout le monde en a connaissance? Est-ce que toutes les organisations ont la connaissance de ces critères? Il va falloir aussi organiser des formations pour faire des panels à ce sujet pour qu'ils sachent vraiment de quoi il s'agit du début jusqu'à la fin pour que ces organisations puissent y répondre et participer aux appels à projets et que les mouvements féministes puissent réussir vraiment dans le monde entier. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Niavi. Françoise, tu levais la main. Est-ce que tu veux toujours intervenir? Oui, bien sûr, et merci à toutes les participantes qui sont dans cette session. Moi, j'aimerais un peu aller à contre-courant parce que je me dis, est-ce que toutes nos organisations ont vocation à se professionnaliser, à devenir des Oxfam, des Save the Children, des ENDA et toutes ces organisations-là? Moi, je dirais que non parce que nous devons d'abord comprendre dans quel contexte nos organisations naissent. Nos organisations naissent de la passion et surtout de cette envie-là de changer les choses et de changer les droits des femmes, n'est-ce pas? Et donc, si nous, malheureusement, je veux dire, le seul modèle que nous avons d'organisation dans nos pays, ce sont des organisations bien structurées avec un bureau où on peut les trouver, avec un manager, un leader, un secrétaire exécutif et tout ça. Mais moi, j'aimerais défier toutes ces idées parce que se professionnaliser, ça a un coût aussi. Et quand je parle de coût, ce n'est pas qu'un coût financier, c'est aussi un coût en termes du temps que vous allez passer à écrire des rapports, à aller suivre une formation de manager, à réfléchir à qui va me remplacer parce que moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Et tout ça, c'est du temps que vous prenez sur réfléchir, sur aider concrètement les femmes, sur parler avec d'autres femmes qui ont besoin des connaissances que vous avez. Et donc, je vais partager une expérience personnelle parce que moi, j'ai commencé une entreprise sociale. Une entreprise sociale, c'est une entreprise donc qui veut gagner de l'argent, mais qui veut gagner de l'argent et faire de l'impact là où qui veut un impact dans le social, si je peux dire ainsi. Et donc, j'ai remarqué que la plupart des organisations n'avaient pas cette vocation-là à avoir des comptables. Parce que même si on vous donne le financement, même si vous avez 13 staff, est-ce que vous avez déjà géré 13 staff? Même quand on vous présente un audit, est-ce que vous savez comment interpréter cet audit-là? Alors, notre idée, moi je viens de la société civile, bien sûr, j'ai plus de 20 ans d'activisme, j'ai suivi plusieurs formations et tout, mais notre idée dans l'entreprise, c'était vraiment d'enlever ce poids-là aux organisations pour que les organisations puissent mettre leur temps, leur énergie et leur passion là où ça compte
vraiment, là où ça change la vie des gens directement. Et donc, ça, c'est un modèle que nous avons vu sous d'autres cieux. Mais même quand nous regardons le monde de l'entreprise, de plus en plus, vous allez voir que les entreprises n'ont plus un comptable, un financier et tout ça. Ils utilisent un cabinet qui fait tout ça pour eux. Les entreprises n'ont plus quelqu'un qui lave le sol pour eux. Les entreprises ont eu, quand je parle d'entreprise, c'est vraiment commercial et tout ça. Ils ont maintenant une firme qui vient une fois par semaine, 2 fois par semaine laver leur bureau et puis partir. Donc, c'était vraiment cette idée-là que nous avons pris. Et c'est une idée qui marche, n'est-ce pas? Parce que dès que vous avez enlevé ce poids-là, bien sûr, au départ, il faut d'abord convaincre le bailleur que vous avez besoin que quelqu'un fasse cela pour vous parce que vous voulez vous concentrer à autre chose. Ça, c'est des choses aussi que nous n'arrivons pas à dire parce que, bon, nous n'avons pas beaucoup de ressources et donc toute ressource qui vient, nous voulons l'avoir, mais parfois, il faut savoir négocier avec le bailleur, lui dire, tu veux un rapport tous les 3 mois. Très souvent, les bailleurs demandent aussi un rapport tous les 3 mois parce qu'ils doutent de votre capacité. Mais dès qu'un bailleur, moi, je vais vraiment donner des exemples sur lesquels nous travaillons en ce moment. Il y a une procédure américaine, par exemple, de equivalence determination, donc détermination d'équivalence, où vous devez déterminer que une ONG en Afrique, en dehors des États-Unis, fonctionne de la même façon qu'une ONG aux États-Unis. Et ce processus, je vous jure, nous a coûté $7,000 parce qu'il faut tout traduire en anglais. Il faut avoir des spécialistes pour dire comment est-ce que vous faites votre audit. Mais une fois que nous avons absorbé cela, nous avons cette équivalence, maintenant, nous pouvons maintenant aussi aider les autres organisations. Donc, l'organisation reçoit des fonds, l'organisation travaille, mais elle vient déposer ses factures, elle vient déposer tout le reste et donc, nous avons un personnel qui absorbe donc toute cette charge-là qui n'est pas moindre, hein, je dois vous dire, qui n'est pas moindre et je salue les organisations qui essayent de faire ça par eux-mêmes. Donc, c'est une expérience que je voulais partager avec vous, c'est une expérience que nous pouvons reproduire dans nos pays, d'avoir des maisons qui travaillent avec nous. Très souvent, ces maisons-là ne sont pas dans notre philosophie en tant qu'association, en tant qu'organisation. Pourquoi pas nous, activistes de la société civile qui sommes comptables quelque part, qui avons des expertises quelque part, créer un pôle où les autres vont venir se greffer et donc comme ça pour un prix minimum parce qu'il s'agit de la mutualisation des ressources, n'est-ce pas? La comptable qui est chez nous, elle travaille pour 10 ONG à la fois. Donc, c'est une personne qui est payée, mais qui mutualise les ressources ou les 10 organisations qui la payent, je voulais dire, mutualisent les ressources. Donc, ça peut être aussi une idée. Nous sommes en train de la tester en RDC. Ça marche déjà bien. Nous voulons élargir aussi vers l'Afrique francophone. Mais ce qui serait important, c'est d'avoir au moins un pôle comme ça dans chaque pays pour commencer, pour que les organisations puissent souffler. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons les mêmes capacités, les mêmes procédures internes que toutes ces organisations qui ont 20 ans de métier. Peut-être que nous avons juste besoin de quelqu'un qui puisse nous accompagner et qui puisse jouer cet intermédiaire entre nous et les bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise. Merci pour le partage. Je pense que ce que tu viens de dire, tu disais que tu prends les choses à compte courant, mais en fait, c'est complètement complémentaire. En fait, ce que tu es en train de décrire, c'est un genre de mécanisme qui répond à un certain besoin du mouvement des organisations dont elles-mêmes ne prennent pas conscience, ou bien aussi qui répond à un besoin réel d'absence de ce type de structure qui peut venir en appui aux organisations qui n'existent pas. Ces genres de cabinets, quand ils existent, vont chercher leur marché au niveau du secteur privé, mais pas nécessairement dans notre secteur. Donc, je tiens beaucoup à notre exercice parce que si nous arrivons d'abord à construire, à réfléchir ensemble sur le schéma idéal d'une organisation,
Maintenant, nous n'avons pas besoin que l'organisation X porte toute sa charge de travail. Mais si je suis l'organisation X et que je sais que j'ai besoin de manuels de procédure, j'ai besoin de code de conduite, j'ai besoin de manuels de gestion des ressources humaines, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. L'autre question que j'avais quand Niavi parlait, c'était quand est-ce qu'on doit construire le système interne? Est-ce que c'est quand l'organisation a 10 ans ou bien c'est quand elle veut commencer? Tu as parlé tout à l'heure que vous avez suivi un processus d'equivalency determination. Ce processus, forcément, vous avez un certain nombre de mécanismes en place qui va être comparé à une structure américaine et qui dit, oh, vous êtes la même chose qu'une structure qui est basée chez nous. Alors, nous vous ferons confiance de la même manière. Mais c'est à quel moment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il faut attendre que l'organisation ait 20 ans d'existence d'abord et ait eu toute la difficulté pour vivre ou survivre pendant les 20 années avant de commencer à penser à construire le système interne? Je pense que c'est une question importante auquel nous devons répondre. Et quand nous réalisons quand est-ce qu'il faut le faire, nous réalisons la charge de travail que cela représente. Moi, je pense qu'il faut le faire dès que vous créez l'organisation, quand bien même ce n'est pas évident. Quand bien même, dès que vous créez l'organisation, vous n'avez pas les moyens pour le faire, mais l'idéal serait de créer l'organisation avec tout le mécanisme en place. Quand vous avez cette clarté et cette lecture, vous réalisez tout le défi et toutes les montagnes que vous devez soulever pour que l'organisation tienne et vous réfléchissez en amont aussi à tout le mécanisme que vous devez mettre en place pour soulager le travail. La solution pourrait être ce que tu es en train de proposer, où l'organisation décide, au lieu d'avoir un manuel de gestion des ressources humaines, de recruter les ressources humaines nous-mêmes, d'avoir le comptable, d'avoir la personne qui fait l'entretien, d'avoir un directeur, une directrice exécutive, d'avoir des chargés de projet, d'avoir toute la machine. Nous préférons juste avoir peut-être la directrice exécutive et puis avoir un cabinet externe qui gère toute notre comptabilité. Avoir un autre cabinet externe qui nous aide à monter les projets. Avoir un autre cabinet externe qui nous aide à exécuter les projets et qui fait les rapports pour nous. Donc, nous avons l'association, comme Fatoumata là, nous avons le nom, nous avons le leadership, mais nous laissons le management de l'association à des sous-traitants. Depuis le départ que nous avons commencé, parce que tu nous as dit, par exemple, je te prends juste comme exemple, tu nous as dit que votre structure a été bien pensée avant qu'il soit créé. Donc, si nous prenons le temps de bien penser la structure avant de la mettre en place, nous pourrions avoir répondu à un certain nombre de questions. Seulement, malheureusement, beaucoup de structures qui se créent sur un coup de tête, se créent parce que pour faire du copier-coller, comment elle aussi, elle est présidente. Mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas une tête à être président et les hommes, votre famille, tout autour de vous dit, mais toi aussi, crée seulement ta structure. Et puis quand on fait invitation pour atelier là, c'est la présidente qu'on invite. Non, c'est toi qu'on va inviter. Et comme ça, elle crée la structure sans vision, sans rien. On dit, votre structure fait quoi? Et regarde à droite, Fatoumata fait quoi? Françoise fait quoi? Bon, je suis en association, entreprise sociale comme Françoise, association comme Fatoumata et entreprise sociale. Donc, moi, je mélange les deux. Ça ne pas dire réflexion, c'est juste du copier-coller. Alors, ce copier-coller ne tiendra pas la route. C'est pourquoi nous avons une multitude d'organisations qui existent de nom, mais qui ne font rien. Parce que c'est tellement difficile de travailler, c'est tellement difficile de trouver les ressources. Niavi disait tout à l'heure que c'est quoi la phrase? Répondre aux critères d'être donateur. Je nous pose la question. Est-ce que nous construisons nos organisations pour l'être donateur? Ou bien c'est l'être donateur qui vient découvrir ce que nous avons construit, qui est censé répondre à des besoins dans notre communauté et qui dit, ah, si c'est ce que vous avez, je suis prête à vous accompagner. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une interrogation extrêmement importante parce qu'une question que nous, quand on interpelle les donateurs, on leur pose, c'est qui fixe l'agenda pour le mouvement des femmes? Ah, ils disent que ce n'est pas eux, que c'est le mouvement lui-même qui a fixé l'agenda. Oui, le mouvement s'est rencontré où pour fixer l'agenda? C'est eux qui fixent l'agenda. Quand ils disent que l'argent, c'est pour financer VIH-Sida, et toi, tu as créé l'association pour faire autonomisation économique. Tu n'arrives pas à trouver financement. Tu es en train d'avoir tellement de difficultés. L'argent est à VIH.
Alors tu dis, ce n'est pas que je ne veux plus faire autonomisation, mais seulement je veux en plus faire le VIH. Et voilà comment ils ont dévié de l'objectif initial. Tu fais VIH. Après, il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. Maintenant, c'est climat, là où il y a l'argent. Je dis, hey, je n'avais pas pensé à ça. Si c'est climat là, nous faisons seulement VIH et autonomisation. Qu'est-ce qui nous empêche de faire climat aussi? Alors, nous faisons climat. Alors, la question, c'est qui fixe l'agenda? C'est l'argent qui fixe l'agenda. Et c'est les donateurs qui ont l'argent. Sans le savoir et sans le vouloir, c'est eux qui nous imposent les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Maintenant, ça, c'est une parenthèse juste qu'on ouvre. Maintenant, c'est vrai aussi que nos organisations sont aussi performantes que l'exigent nos donateurs. Beaucoup d'organisations qui font des audits, c'est parce qu'un donateur leur a exigé ça. Leur a exigé ça et parfois met le moyen pour qu'ils puissent le faire. Donc, il y a tellement de questions à considérer que ça nous ramène toujours à la question initiale. Comment est-ce qu'on construit nos systèmes internes? Parce que si nous prenons le temps de réfléchir à notre organisation, beaucoup d'organisations n'ont pas le temps de s'arrêter pour faire ça. Mais si nous pouvons faire cet exercice, on réunit nos membres, on réunit le conseil d'administration, on réfléchit à l'organisation, ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous voulons créer? Le système interne, quel type de système? Là aussi, on ne va pas faire du copier-coller. Parce que Françoise l'a soulevé, nous avons des modèles trop limités. Où on vous dit, si vous... Moi, au Togo, quand j'ai créé ma première association, en fait, ils font ça jusqu'à présent. Vous faites les statuts au niveau du ministère de l'Intérieur, ils veulent valider. Ils n'ont pas le droit. Vous créez votre structure comme vous le voulez. Mais seulement l'État, à cause de l'héritage colonial aussi, vous dites, si vous avez une association, vous devez avoir présidente, secrétaire général et trésorière. Et puis peut-être vous avez conseiller et commissariat au compte. Ça, c'est le schéma. Mais c'est un schéma hérité de la France. Hein? Ça ne correspond vraiment à rien de ce que nous voulons chez nous ou de ce que nous faisions avant la colonisation. Mais toujours est-il que la présidente et la secrétaire générale, les deux n'arrivent pas à savoir qui écrit la lettre et qui signe les chèques. Et qui signe les lettres. Entre la trésorière et la présidente, on ne sait pas qui signe les chèques et qui fait le compte-rendu financier. Donc, entre la trésorière et la comptable, on ne comprend plus le rôle. Parce que la trésorière est censée générer l'argent. Et le comptable, on ne comprend. Donc, le schéma qui nous a été imposé parfois n'est pas adapté. Parce que si vous dites, vous avez une structure et vous ne voulez pas avoir de comptable, mais vous voulez externaliser, on dit, mais ça, on n'a jamais vu. Oui, on n'a jamais vu chez nous. Mais comme Françoise vient de le dire, sous d'autres cieux, vous avez différentes formes d'organisation un peu adaptées. Donc, pour être une organisation et une véritable organisation, il faut être structuré. Une structuration minimale qui clarifie, c'est très simple. Ce sont qui clarifient les règles de base et les rôles. En fait, c'est une formalisation parfois de ce que nous savons déjà, mais que nous n'avons pas nécessairement mis par écrit. Et parfois, nous avons besoin de techniciens, d'experts pour nous accompagner pour faire. Mais en principe, en le faisant, ils doivent nous écouter pour savoir ce que nous voulons et c'est ce qu'ils formalisent. Mais dans d'autres cas, ils doivent nous apprendre ce qui est la norme. Parce que parfois, en matière d'audit, par exemple, si vous dites c'est vous la présidente, mais parce que vous êtes un expert, une experte comptable, c'est vous même qui avez audité les comptes de l'organisation. Tout le monde met un point d'interrogation. Ah bon? Parce que vous ne pouvez pas être partie et juge. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous ne pouvez pas. Donc, il y a aussi des normes qu'on doit respecter pour pouvoir faire la chose de manière à ce que quand quelqu'un de l'extérieur le regarde, ça attire suffisamment confiance pour que l'on veuille investir en vous. C'est tout l'enjeu, d'avoir des partenaires qui veuillent investir en vous. Mais ce n'est pas seulement pour les partenaires que vous le faites aussi pour vous-même et vous le faites par rapport à l'héritage que nous allons laisser. Parce que c'est la manière dont nous avons construit l'organisation. Ou bien quand je prends le schéma de la maison, c'est la manière dont nous avons construit la maison, c'est la maison que nous avons construite, que nous laissons en héritage à nos enfants. Donc, c'est la manière dont vous avez construit l'organisation que vous avez laissé en héritage à ceux qui vont vous suivre après.
que ce soit une organisation parfaite ou une organisation avec des problèmes, ils vont hériter de tout ce qui va bien et de tout ce qui ne va pas bien au sein de l'organisation. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de penser au système interne de nos organisations, sachant que parfois, on n'a pas nécessairement besoin de faire tout ce que le bailleur veut, mais on a nécessairement besoin de faire des choses qui inspirent confiance. Et parfois, on a besoin de parler avec nos bailleurs pour les convaincre. Donc, Françoise a parlé un peu de ça dans sa conversation avec une des structures où elles ont dû convaincre le partenaire que c'est ce qu'ils veulent. Et il a vu la transparence dans la chose et c'est suffisant parce qu'au-delà de tout, ce que cherche un partenaire, c'est juste la lecture transparente, de pouvoir retracer son argent. L'argent l'a quitté chez lui, l'argent a atterri sur votre compte bancaire. Est-ce que l'argent a fait le travail pour lequel il a envoyé l'argent? Si c'est suffisamment clair, il peut tracer facilement, il n'a pas de problème. Même si c'est une manière de faire auquel ils ne sont pas habitués. C'est possible de les éduquer, de les amener à ça. Mais ça ramène aussi la question des ressources. Nous sommes tellement dépendants des donateurs que nous sommes, prêtez-moi le mot, des esclaves des financements que nous recevons. Le bailleur, avant de donner le financement, vous a envoyé un contrat. Parfois, on le lit, mais parfois, on ne le lit même pas parce que tu vas le signer de toutes les manières, comme tu as besoin de leur argent. Mais parfois, les conditions dans les contrats ne sont pas correctes, ne sont pas normales. Mais est-ce que tu as le courage même d'interpeller un bailleur pour dire « Tu as mis quelque chose dans le contrat que je n'aime pas ». Je ne sais pas quelle association a déjà fait ça. Parce qu'on a tellement besoin de leur argent qu'on accepte tout. Mais ce n'est pas normal. Parce que pour la durabilité de nos structures, c'est vraiment important que nous pensions à nous affranchir de ces financements extérieurs. C'est vrai que quand vous le recevez, c'est beaucoup d'argent d'un coup. Parfois, certains pensent que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Mais malheureusement, parfois, c'est un piège. Comme je le disais dans l'autre exemple, vous avez peu de moyens, peut-être 5 000 $ ou bien peut-être 0 francs. Et voilà un partenaire qui se pointe, qui vous dit, je vous donne 100 000 $. Et rapidement, tu as calculé 100 000 $ en CFA. Tu dis, ça fait 500 millions de francs. Hey! Tu ne savais pas que tu pouvais avoir autant d'argent en une seule fois. Donc, tu prends l'argent, tu es tellement content, tellement motivé. Vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Donc, si c'est comme ça, le bureau que j'occupais est trop petit, le local qu'on occupait est trop petit, il faut un grand bureau. Oui, mais seulement ce que tu as manqué de lire dans le contrat, c'est juste un contrat pour 1 an. Ou bien un contrat pour 3 ans. Après les 3 ans, là, vous allez faire, oh, Dieu va faire. Le Dieu qui a fait, pour que nous ayons ça, Dieu va faire encore. Et malheureusement, dans certains cas, après 3 ans, le financement n'est pas renouvelé. Le financement n'est pas renouvelé. Ce qui se passe, c'est que vous devenez aussi pauvre que vous l'étiez avant le financement. Quel intérêt? Donc, je pense que c'est important que nous prenions un peu de recul par rapport à cet argent qui nous vient de l'extérieur. Il y a le leader d'un mouvement de jeunes qui a dit, enfin, ils s'étaient mobilisés spontanément par eux-mêmes. Ils ont fait le mouvement et quand ça a commencé par faire du bruit, beaucoup de bailleurs sont venus les voir pour les financer, avec l'idée que s'ils ont plus de ressources, ils feront mieux. Mais seulement, il a utilisé la phrase suivante, l'argent a gâté leur mouvement. Parce que dès que l'argent est arrivé, les conflits sont aussi arrivés avec l'argent. Donc, ça fait que l'argent a généré de nouveaux problèmes auxquels ils ne pensaient pas avant, dont ils ne se préoccupaient pas avant, et l'argent a apporté cela, des problèmes parfois inutiles qu'ils ont dû commencer à gérer. Et le temps qu'ils gèrent ces problèmes, ils ont été déviés de leur mission initiale. Donc, l'argent externe est bon, l'argent est un bon serviteur, mais parfois, nous devons bien réfléchir avant de prendre de l'argent externe parce que nous devons stratégiquement réfléchir à notre autonomisation. Je pense que l'argent est nécessaire de toutes les manières. L'accompagnement est nécessaire. C'est pourquoi nous avons créé le fonds. C'est pourquoi nous allons le faire. Mais nous avons commencé par sensibiliser les organisations
pour qu'elles commencent par réfléchir à leur autonomisation, parce que quel que soit ce que vous apporte un bailleur extérieur, il ne pourra pas vous l'apporter éternellement. Il y aura un moment où il vous dira, je vous ai suffisamment financé, permettez-moi d'aller aider d'autres personnes. Et si en ce moment-là, vous êtes pris par surprise, vous allez tomber de haut. Donc, c'est important, en construisant le système interne de nos organisations, de réaliser que pour mettre en place un certain nombre de dispositifs, nous avons besoin de ressources pour le faire. Mais c'est important de le faire pour clarifier ce que nous voulons au sein de l'organisation, mettre en place un dispositif qui nous permet d'attirer plus de ressources et de penser, d'approfondir davantage la réflexion sur le type de structure que nous voulons mettre en place et de déterminer si la manière dont la structure fonctionne, c'est ce que nous voulons ou bien nous voulons autre chose. Je pense, j'ai trop parlé. Je vais m'arrêter là et vous écouter encore parce que ce n'est pas normal que je monopolise toute la parole. Donc, donc je laisse qui veut prendre la parole encore pour qu'on avance encore un peu. Rappelons-nous du thème de notre conversation, c'est comment construire le système interne de nos organisations. Fatouma a partagé leur expérience au Sénégal avec leur réseau. Françoise a partagé son expérience au niveau de son entreprise d'accompagnement du secteur dans lequel nous travaillons. Nyanvi aussi a partagé. J'écoute les autres ou bien celles qui avaient déjà réagi. Enlevez votre micro, rentrez dans la conversation et partagez. Bonsoir à toutes. Oui, Siva. Je suis Natacha Kofi du Bénin. Ah, ok. Ce n'est pas forcément pour un partage que je prends la parole. Je vous suivais avec attention depuis le début de cette, je vais appeler ça de ce forum. Mais c'est plutôt pour vous dire merci, franchement, parce que c'est un échange très riche. Et je pense que vous avez abordé autant de points, autant de réalités auxquelles nous faisons face au quotidien, mais qui, pour une raison qui m'est encore inconnue jusque-là, pour une raison que je ne m'explique pas, ne me sautait pas à l'œil. Et depuis tout à l'heure, je vous écoute et je me rends compte que, en réalité, c'est possible, mais il suffit juste de faire les choses comme cela se doit. Il suffit juste de prendre le temps de vraiment construire cette assise-là, de mettre en place ce système interne indispensable au bon fonctionnement de toute organisation. Franchement, une fois de plus, merci beaucoup pour les partages. Merci à Madame Fatoumata, que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention aussi. Et merci à vous, Madame Masson. Franchement, je manque de mots pour exprimer non seulement ma gratitude, mais la richesse, en fait, de l'échange qui se déroule depuis tout à l'heure. J'apprends énormément. Vous attirez mon attention sur des faits qui sont plus que probants. Donc, merci. Pour l'instant, c'était juste pour dire merci et je coupe mon micro pour continuer à écouter. Merci beaucoup. Merci, merci à toi aussi. Donc, la parole est à qui veut encore la prendre. Ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de retour. On ne voudrait pas que ce soit une conversation seulement 3 ou 4 personnes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Iziba Koba, présidente de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré du Bénin, coordonnatrice du groupe Je m'engage Bénin. Alors, je voudrais vraiment vous remercier, tous les panélistes, parce que vous êtes allés au fond de nos systèmes pour nous sortir nos tares. Et ce que nous gagnons de cette conversation, de ce forum, vraiment, c'est immense. Et ce que je pourrais dire, c'est que comment garder le contact, parce que nous entendons beaucoup de choses et nous avons de la satisfaction, nous avons de l'émotion, parce que ça rencontre notre émotion de la circonstance. Mais comment nous faisons pour pouvoir vraiment garder durablement
tous les enseignements, toutes les connaissances que nous sommes en train d'acquérir. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses depuis le début de ce forum, et particulièrement avec vous. J'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit, mais elle est dense. Et moi, je dis, elle est dense, et je veux bien garder le contact pour profiter de la densité de sa connaissance, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et ce que je pourrais aussi ajouter comme expérience par rapport à l'autonomisation de nos organisations, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Bénin, on nous demande d'avoir l'IFU, parfois même si nous sommes dans certaines prestations, quand bien même c'est social, si on ne sait pas faire, on nous demande de payer des taxes et des trucs là-dessus. Mais comment nous faisons pour avoir des activités génératives de revenus? C'est-à-dire, l'organisation ne doit pas être seulement pour capter les fonds extérieurs. Nous devons faire des activités. L'organisation doit réaliser des activités génératrices de revenus avec ses membres pour pouvoir gagner de l'argent, c'est-à-dire pour pouvoir gagner du revenu. Ce n'est pas en termes de profit ou de bénéfice, mais c'est en termes de pouvoir se suffire, de pouvoir assurer le minimum pour l'organisation. Et donc, par exemple, nous sommes dans l'apiculture. Dans la production de apiculture, c'est la production du miel. Nous avons commencé ça parce que nous avons des startups au niveau de notre centre. Nous avons un centre d'incubation et d'accélération des initiatives ODD, et des startups qui fabriquaient du miel sont venus exposer leur miel. Et ça nous a inspiré. Nous nous sommes dit, mais AFEDA aussi peut faire de l'apiculture, apprenez-nous. Et aujourd'hui, c'est nos startups qui nous ont aidés à installer des ruches, est en train de faire la culture des abeilles, tout ça là, pour produire bientôt du miel. C'est un exemple. Merci. Je vais m'en arrêter là. OK, merci beaucoup, Isiba. Tu as soulevé plusieurs questions. L'idée d'initiative d'entreprise sociale qui avait été un peu repris par François revient encore. Je pense que rien ne nous empêche d'avoir des mécanismes de génération de revenus propres pour nos organisations. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir où s'arrête l'association et où commence l'entreprise sociale. Très souvent, nous vivons dans des contextes, dans des pays ou dans des régions et nous ignorons les contenus des lois qui régissent nos institutions au sein du pays. Et parfois, c'est nécessaire de s'adresser simplement à un fiscaliste ou bien à une structure qui est capable de vous apporter des réponses. C'est une évolution au niveau des structures de type associatif actuellement. En France, ce sont des choses qui sont carrément réglées. Donc, pour certains types d'associations, il faut clarifier dès le départ, quand vous créez la structure, que la structure, les ressources de l'organisation peuvent provenir de vos activités génératrices de revenus. Vous pouvez citer ces activités, comme vous pouvez rester vague dans les statuts, mais vous laissez cette porte ouverte pour que vos ressources, au niveau des ressources de la structure, puissent provenir d'activités génératrices de revenus que vous faites. Donc, ça vous permet, le jour où vous décidez d'initier ce type de structure, ça peut être une entreprise sociale que vous pouvez lier à l'association, à cette structure, pour que quand cette entreprise sociale fonctionne, les revenus, les dividendes qu'elle génère puissent être reversés à l'association. C'est complètement possible. Mais seulement ce que dans certains pays, la loi vous interdit de faire, c'est que comme vous dites que vous êtes une structure sans but lucratif, sur les financements que vous recevez, le système ne prélève pas d'impôts. Mais si vous commencez par faire des activités, par vendre des choses, par avoir des revenus, vous commencez beaucoup à ressembler à une entreprise. Donc, le système va vouloir vous taxer. Mais maintenant, vous devez expliquer au système que vous êtes un type d'entreprise particulier parce que les entreprises sont initiées par des individus ou des groupes d'individus. Et quand l'entreprise fait des bénéfices, les personnes qui l'ont initiée se partagent les bénéfices.
ce qui n'est pas notre cas au niveau des associations. Nous avons des financements, mais nous ne nous le partageons pas. Donc, les dividendes qui seront partagés au niveau des entreprises sociales, si le schéma existe dans votre pays, c'est que ces dividendes seront reversés à l'association. Et parce que c'est des dividendes qui sont reversés dans une œuvre associative non lucrative, parfois l'État accepte de ne pas prélever d'impôts. Si la loi n'est pas aussi avancée que vous, chez vous, vous pourrez faire des recherches autour de vous dans certains pays et utiliser ça comme un argument de plaidoyer pour plaider pour l'amélioration du système juridique dans votre pays pour pouvoir avoir une loi plus. Mais en général, dans la loi des finances de nos pays, très souvent, cette disposition existe, c'est juste que nous l'ignorons au niveau des structures de type associatif. Donc, il faut penser, il faut toujours ouvrir cette porte pour avoir votre autonomie financière. Moi, je dis, nous ressemblons, vous savez, nous sommes des militants des droits des femmes, nous avons été émancipés il y a longtemps. Ce n'est pas, plusieurs d'entre nous, nous ne voulons pas dépendre de nos maris parce que nous voulons être autonomes. Mais dans le cadre de nos associations, nous ressemblons beaucoup aux bonnes femmes qui tendent la main à leur mari. Le mari lui donne l'argent pour aller préparer la nourriture. Elle dépense tout en nourriture. Et puis demain, elle revient tendre la main encore. Nos associations sont exactement sur ce modèle-là. Nous avons besoin de financement, nous écrivons le projet, nous allons chez le bailleur, nous disons, bailleur, on a besoin d'argent, on est pauvre. Il vous donne l'argent, 10 000 $, 20 000 $, 300 000 $. On retourne, on est très content, on exécute le projet, on a dépensé tout l'argent. Et puis on retourne, on dit, bailleur, on a maintenant tout dépensé. S'il te plaît, aide-nous encore. Si vous prenez un entrepreneur, que vous lui remettez entre les mains 300 000 $, il investit ça, il génère le double, le triple, il vient te restituer tes 300 000 $ parce qu'il n'en a plus besoin. Il a ses propres moyens, il a tourné là-dessus, maintenant il est bien. Voilà, ça c'est un modèle. Donc, c'est vers là que nous devons tendre, mais rester permanemment des enfants bébés, c'est pénible. Parce que si vous prenez même nos propres enfants, imaginez qu'à notre âge, votre enfant arrive à cet âge-là et vient encore vers vous, maman. J'ai besoin d'argent pour acheter chaussures, j'ai besoin d'argent pour acheter caleçon. J'ai besoin... Personne ne veut de ce genre de gros bébé. Quand tu étais bébé, elle prend soin de toi. Mais quand tu arrives à un âge, on t'a mis à l'école pour qu'après toi aussi tu trouves du travail et que tu viennes à ton tour nous aider. Ce n'est pas que tu sois permanemment dépendant de nous. Donc, ce schéma-là, nous devons travailler à l'inverser. Bon, j'aimerais bien fermer la parenthèse là et nous demander le système interne, la construction du système interne, comme nous l'avons vu, a un coût. Comment est-ce que nous allons pouvoir bien financer cela? Quelques idées. Comment peut-on financer la construction d'un système interne solide, rigoureux, qui attire la confiance de nos partenaires et qui nous met à l'aise et nous rend fiers nous-mêmes? Où est-ce que nous allons trouver les ressources pour construire le système interne? Nous avons parlé de règlement intérieur. Nous avons parlé de code de conduite. Nous avons parlé de manuel de procédure. La manuel de procédure vous indique comment faire les choses. Ensuite, naturellement, pour pouvoir mettre en place, exécuter les procédures, il faut des ressources humaines. Quand vous recrutez, il faut payer les gens. Et quand vos procédures internes vous imposent de faire un bilan annuel ou bien un bilan trimestriel ou semestriel, il faut bien trouver l'argent pour vous conformer aux dispositions de vos systèmes internes. Donc, où est-ce que nous allons trouver les ressources pour construire le système interne de nos organisations? Sachant que l'une des principales raisons pour lesquelles les organisations francophones n'arrivent pas à accéder à des financements de qualité, c'est à cause de la faiblesse de leur système interne. Le bailleur vient, il regarde, il dit, vous avez manuel de procédure? Tu dis oui. On t'envoie le manuel de procédure. C'est comme un bailleur qui m'a fait ça. On lui a envoyé le manuel de procédure. Ensuite, il vous pose 10 000 questions pour qu'à distance, ils comprennent comment vous fonctionnez. Donc, il y avait cette question. Il me demande qui prépare les états financiers pour vous. En ce moment-là, je n'avais pas autant d'expérience qu'aujourd'hui et je lui ai répondu très honnêtement.
Je lui ai dit, c'est l'auditeur qui prépare les rapports, les états financiers. Parce qu'en ce temps-là, nous avons une faiblesse institutionnelle. On avait une assistante comptable, je crois, bien une comptable en place. Mais c'est quand on appelle l'auditeur, comme c'est un expert, c'est lui qui vient arranger la maison et il prépare l'audit et puis ensuite il fait auditer. Et nous, on ne savait pas que ce n'était pas normal. Donc, quand on lui a dit ça, il nous dit c'est pas normal. Alors, il y avait un expert qui nous accompagne, il dit, ah, mais ça, si on te pose ce genre de questions, apporte-le nous. Et nous allons leur répondre. Oui, naturellement, on va cacher la réalité parce qu'ils vont lui répondre de la manière qui fait qu'il ignore les problèmes que vous avez et il ne peut pas vous soutenir pour vous aider à résoudre ces problèmes-là. Donc, oui, Fatoumata, tu as beaucoup ri. Donc, le bailleur, il a compris. Parce que c'est aussi ça ce que nous faisons. Nous voulons présenter tout le temps un visage parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons beaucoup de lacunes. Et comme la construction du système interne a un coût, il faut que les partenaires qui nous accompagnent, qui exigent cela de nous, savent qu'ils doivent mettre de l'argent dedans. Donc, celui-là, il a compris et puis il m'a dit non, ça n'est pas normal, ça doit être ceci. Mais néanmoins, ça ne l'a pas empêché de nous financer, mais seulement, il a mis des ressources pour renforcer notre système financier. Je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, ce n'était pas normal, mais au moins, on était honnête dans la démarche et en tout cas, avec celui-là, il a apprécié l'honnêteté, il nous a accompagnés à arranger ça. Donc, je repose la question. Comment allons-nous trouver les ressources pour financer notre système interne, sachant que nous devons finir dans moins de 10 minutes? Qui veut prendre la parole? Est-ce que notre cotisation suffira? Est-ce que la cotisation de nos organisations suffira? Est-ce que nous allons monter des documents projets pour dire à un bailleur à financer nous l'élaboration de notre plan stratégique, financer nous l'audit financier de notre organisation? Où est-ce que nous allons trouver l'argent? Ouvrez le micro, prenez la parole. Oui, allez-y. Kumenugbo. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Allô? Allô? Oui, allez-y. Alors, moi, je voudrais proposer. Moi, je voudrais proposer. Oui. Oui. Allez-y. Ah, OK, je peux aller? Oui, oui, allez-y. Moi, je voudrais proposer, c'est peut-être que nous puissions exploiter nos ressources. Attends, on dirait que tu as deux ordinateurs et téléphone ouvert au même moment. Est-ce que tu peux fermer le micro de un? D'accord. Je crois que j'ai éloigné ça. C'est bon? Oui, c'est mieux. Non, je disais nos ressources humaines internes. Moi, je me rappelle par rapport à FEDA est né en 2019. Et puis, pour avoir nos manières de procédure, plan stratégique, nous avons dû nouer de partenariat avec un cabinet. Et le cabinet, c'est son activité habituelle. Mais puisque nous lui avons dit, dans notre partenariat, il y aura accompagnement, il y a possibilité de formation, lorsque nous avons des financements pour nos projets, renforcement de capacité, nous allons vous faire appel. Donc, se basant sur cette possibilité-là d'opportunité, le cabinet nous a accompagnés dans la mise en place de notre manière de procédure, de plan stratégique, qui nous est revenu pratiquement pas grand-chose. Alors, autre ressource interne, c'est-à-dire nous sommes des experts dans des domaines différents. Quand je prends le conseil d'administration, nous sommes des femmes expertes de tel domaine. Alors, nous pouvons exploiter nos connaissances, notre compétence
pour pouvoir renforcer le système interne de notre association. Mais attention, il faut donner un coût, une valeur à cet engagement social. Lorsque je suis auditeur et que par rapport à cette compétence, je fais recours peut-être, et c'est ce que nous avons fait, ce n'est pas un secret que je dévoile, à un collègue auditeur. Je dis, viens m'auditer mon association parce que je ne peux pas le faire et signer. Alors, en tant que collègue, il m'a pris rien du tout, il m'a pris que le déplacement. Mais il nous a fait l'audit parce qu'on devait soumissionner à un truc de l'Union européenne et ils nous ont demandé ça. Et même nos états financiers également, puisque je suis du domaine, j'ai des consultations. Nous travaillons en équipe sur des consultations. J'ai demandé à des collègues, écoutez, validez-moi ceci. Et ils l'ont fait, ils l'ont validé. Donc, voilà une manière de renforcer notre système interne, c'est-à-dire le relationnel. Se baser sur le relationnel pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, quand on nous demande, nous sortons ça 2 ans après, à tous ces outils-là, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup pour le partage de la stratégie. C'est très intéressant d'apprendre que vous avez su tirer parti des ressources locales dont vous disposez pour faire avancer l'organisation. Ça aussi, c'est un élément important parce que souvent, nous parlons de mobilisation de ressources, mais nous ne regardons que les ressources financières. Nous ne regardons pas d'autres types de ressources dont nous disposons localement, autour de nous, dans notre communauté, dans la liste de nos contacts. Nous ne valorisons pas cela. Vous aurez pu demander à votre ami, donne-moi 2 millions pour que je puisse financer l'audit, et dira, niet, je n'en ai pas. Mais là, vous aurez choisi un autre moyen pour lui demander de vous fournir l'expertise à titre gracieux. Et parfois, vous pourrez bien vouloir aller plus loin, vous le valorisez et vous le faites signer comme un don à l'association. Donc, il a fait le travail, c'était comme si vous l'auriez payé, mais il vous reverse l'argent que vous auriez payé et vous valorisez ça dans la comptabilité de votre organisation. Parce qu'en fait, c'est un don en nature qu'il vous a fait. Oui, on a valorisé cela, on lui a donné un coût, le coût normal, et on a budgétisé ça comme une entrée et une sortie dans notre budget. Oui, c'est ce que nos organisations manquent de faire. Quand sur certains projets, on vous demande l'apport local, vous commencez par réfléchir, apport local, là, un bailleur dit apport local, 10%. 10% de quel argent que vous pourrez trouver en apport local? Donc, on ne valorise pas la contribution que nous mettons et nous disons, en tout cas, nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons rien apporter autour de la table. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça. Nous avons des ressources. Donc, il faut juste les valoriser. Donc, merci pour cet exemple de source de financement pour la construction de notre système interne. Parce que si on prend l'exemple de votre organisation, vous avez réussi à avoir ces mécanismes en place qui vous permettent de pouvoir présenter cela à vos partenaires, de mobiliser davantage la confiance de vos partenaires et davantage de ressources. Donc, c'est une source non négligeable dans laquelle nous pouvons taper la liste de nos contacts, utiliser nos amis pour nous aider à construire certaines de cette documentation. Mais j'insiste que c'est important d'avoir cette documentation en place parce qu'il clarifie les rôles. Il normalise les rôles et ça résout beaucoup. Ça permet d'anticiper sur beaucoup de problèmes futurs si vous avez des procédures claires qui sont écrites. Si dans vos procédures internes, vous avez établi que la comptabilité sera externalisée, ce sera vraiment difficile à un bailleur de vous dire ne le faites pas. Parce qu'il vous fera violer vos propres procédures. Bon, il pourra vous dire allez réviser vos procédures parce que. Mais ce sont des moments où il faut avoir le courage de tenir tête aux partenaires. Et quelque chose qui est important de savoir, c'est que les personnes que nous appelons donateurs, ce sont des employés qui travaillent dans ces institutions. Très rarement, vous rencontrerez personnellement la personne qui est derrière le don. En général, ce sont des employés, ça peut être vous et moi, qui avons la chance de travailler pour la Fondation Ford. Et tous les autres militants vont dire, maintenant, Isiba est devenu donateur. Non,
Vous travaillez dans la structure qui est donatrice. Donc, parfois, la personne qui vous oblige à changer les choses dans votre organisation, lui-même ne comprend pas grand-chose à la chose. Et c'est pourquoi c'est important à des moments de faire leur éducation, de leur expliquer mieux pourquoi la formule que vous avez choisie, vous pensez que ça sied mieux à votre organisation. Il y avait une structure un jour qui m'a dit, en fait, selon la nature des activités de leur organisation, elles pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un siège. C'est vrai, tout le monde le demande. Où se situe votre siège? Donnez-nous un numéro de téléphone. Donnez-nous. Oui, mais l'organisation travaille en permanence dans les villages, dans la communauté. Il doit être en permanence présent sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait au bureau? Donc, quand même il loue un bureau, personne ne l'occupe. C'est une perte de ressources. Il dit, dans la nature de leur organisation, ils n'ont pas besoin d'un bureau. Mais ils n'ont pas été en mesure d'argumenter avec un bailleur jusqu'à ce que le bailleur comprenne que dans certains types de structures, c'est quelque chose qui doit être acceptable. Donc, nous devons comprendre que c'est un partenariat, ce n'est pas une relation verticale, c'est une relation horizontale. Et donc, nous devons oser soulever ce qui nous tient à cœur avec les partenaires financiers qui nous accompagnent parce qu'ils sont très souvent, ça nous surprendra, ouverts pour nous écouter et pour apprendre de nous. Donc, c'est quelque chose que nous tirons des collaborations dans le cadre de ROCE, mais des échanges que nous avons. Parfois, il y a des partenaires qui sont inflexibles et c'est très souvent les institutions et les États, les gouvernements, quand ils vous financent. Ils sont très rigoureux avec beaucoup de procédures, mais n'empêche que parfois, il faut leur parler. À d'autres moments, on partagera d'autres exemples sur comment est-ce que parfois on réussit à faire reculer des États quand ils nous imposent parfois des règles qui n'ont pas de sens. Donc, vous leur direz, on est désolé, mais ça, c'est pas normal. Je partage un tout petit exemple avec vous pour une institution qui nous a demandé d'imposer aux organisations que nous finançons à $5 000. $5 000, c'est environ 2 millions de francs CFA ou 2,5 millions, de leur imposer d'avoir des plans de passation de marché. Donc, les plans de passation de marché, en général, au niveau des institutions, c'est quelque chose que vous élaborez en début d'année où vous prévoyez tous les marchés que vous allez passer dans le reste de l'année au sein de votre structure. Donc, vous prévoyez tous les marchés, les consultants que vous allez recruter, les cabinets que vous allez, vous fixer des dates à laquelle les appels d'offres doivent être publiés, à comment ils seront analysés, quand est-ce qu'ils seront clôturés, quand est-ce que les contrats seront envoyés. Vous publiez un plan de passation de marché, vous mettez ça sur votre site et vous publiez. Et le moment venu, vous devez respecter le plan que vous avez préétabli et lancer les appels. Et comme ça, les partenaires qui existent et qui souhaitent travailler avec vous, dès qu'ils voient l'information, ils savent qu'au mois de mars, avril, vous allez publier un appel d'offres. Au mois de juin, vous allez publier un autre. Et si ça m'intéresse, je vais traquer ça et pouvoir. Donc, ils nous disent, ça, c'est ce que font les grandes institutions, hein, les Oxfam, les CAR, ces grandes structures. C'est ce qu'elles font, c'est ce que font les banques. C'est une pratique commerciale. Mais maintenant, on veut transférer cette pratique à nos associations qui, dans certains cas, n'ont pas de comptable, n'ont pas d'experts financiers qui les aident même à élaborer leur budget, à faire leur rapport financier. Maintenant, on veut que nous leur imposons de faire des PPM, des plans de passation de marché, et de valider ça avant de lui donner $5 000. Oui, mais il va faire ça avec quelles ressources? Il va faire ça avec quels moyens? Alors, donc, on a dû argumenter avec ce partenaire pour lui dire, l'idée est bonne, elle est intéressante, mais les ressources qu'on donne à l'organisation ne lui permet pas de pouvoir payer quelqu'un pour faire ce travail pour elle. Donc, ça, c'est vraiment pas normal, ça ne peut pas passer. On lui a bien expliqué, il a compris. Donc, ils ont reculé sur ça. Donc, engageons les discussions avec nos partenaires, parlons avec eux, osons interagir, discuter avec eux. Ils nous écoutent. Parfois, s'ils ne nous écoutent pas,
Ça ne veut pas dire, ne prenons pas un non comme une réponse. Si nous sommes sûrs que nous sommes dans le vrai, dans le droit, trouvons d'autres moyens. Parlons à quelqu'un comme Fatoumata, parlons à quelqu'un comme Françoise, parlons à Tosso, parlons à Tacha, parlons-nous les unes les autres, serrons-nous les coudes, faisons une alliance là pour aller les voir, pour leur dire, nous parlons d'une seule voix, pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord. Et avec la pression, on va espérer que nos voix seront entendues. Nous avons toutes celles d'entre vous qui ont entendu parler de notre lettre ouverte au président Macron avec le financement là et qui ont signé la lettre. En ce moment-là, ils avaient engagé des discussions avec les organisations en France autour de ce financement, mais un financement qui doit travailler dans nos pays. Il n'y a aucune organisation du Sud avec laquelle ils parlaient pour élaborer le cadre de décaissement de ce financement. Et c'était terrible. Donc, on est parti les voir avec la signature de beaucoup d'organisations pour leur dire, nous voulons être dans les conversations parce que l'argent viendra travailler chez nous. Donc, nous voulons ensemble travailler avec vous pour fixer les règles de décaissement de cet argent. Nous avons été agréablement surpris, nous ont écoutés, ils ont ouvert l'espace. Donc, nous participons avec, à côté d'autres organisations du Sud, à leur réunion. Et puis, même certaines des recommandations que nous leur avons faites ont été prises en compte. Ils ont reformulé, par exemple, un résultat carrément pour prendre en compte des organisations à la base, parce que nous leur disions que ce que vous aviez proposé là, c'est pas... Donc, c'est juste pour dire qu'ils sont parfois ouverts, même ceux qui semblent le plus fermés, trouvons juste le moyen d'aller, parce qu'avant que nous fassions ça, il y a beaucoup d'autres organisations qui ont utilisé différentes approches pour leur dire que c'était important d'inviter des organisations du Sud, mais ils faisaient la sourde oreille. Donc, ça a permis de faire bouger les lignes. Donc, c'est juste un exemple. Nous espérons qu'après ce forum, beaucoup d'initiatives similaires vont naître pour faire bouger les choses, pour qu'on sache que dans l'espace francophone, il y a des organisations, il y a des militantes, il y a des Amazones, il y a des pionnières, il y a des, quelqu'un dit, des icônes qui vont révolutionner la manière de travailler pour les droits des femmes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la session. J'aurais bien aimé faire encore un tour de parole, mais malheureusement, c'est dans 2 minutes que commence la séance suivante. Les sessions suivantes qui sont prévues ont été mises dans le chat. S'il vous plaît, regardez la session et cliquez sur le lien de la session suivante où vous souhaiterez être. Et nous espérons que nous aurons d'autres moments pour converser et pour aller plus loin dans notre collaboration pendant le forum, mais aussi au-delà du forum. Je vous souhaite une bonne suite de session et je vous remercie pour votre présence et pour votre contribution à cette session-ci. Merci beaucoup.